curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie de Marie Robert, qui est professeure de philosophie et de français. Elle est également auteure, avec notamment son livre « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo ». Et dernièrement, des cartes pour les jours de doute, où elle fait un parallèle entre les philosophes et certaines situations du quotidien. La philosophie est riche d'enseignements pour nous aider à gérer nos émotions. Elle nous en dit plus tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises ? Non, c'était absolument parfait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Bien sûr. Alors en fait, moi je suis donc prof de philo. J'ai fait toutes mes études à la Sorbonne et je m'étais notamment spécialisée à la fois en philosophie du langage, ce qui a un sens pour la suite, hein. C'est pour ça que je le raconte, et ensuite aussi en philosophie médiévale. Et en fait, le point commun entre les deux, et ce qui va être un peu le fil rouge de tout mon parcours, c'est pourquoi on a besoin de récits, pourquoi on a besoin d'histoire, pourquoi c'est finalement la narration qui nous structure. Quand on se présente, et là tu viens de me demander de me présenter, je vais choisir un récit. Je vais choisir de raconter quelque chose sur moi, d'y donner, d'y mettre un ordre et de raconter une histoire. Un CV, c'est pareil, on décide d'agencer. Une histoire d'amour, avant d'être une histoire, avant d'être de l'amour, c'est une histoire. Donc il y a toujours ce fil conducteur et c'est vraiment ça qui m'intéressait. Tant et si bien qu'en fait, juste après mes études, j'ai commencé à enseigner à la fac et j'avais la chance d'enseigner à Paris 5, à Descartes, en amphi et en TD, une drôle de matière qui s'appelait magie et religion. Et en fait, magie et religion, je l'enseignais pas du tout sous le prisme de la croyance, parce que ça pour moi c'était une question intime qui n'avait pas sa place dans ce cadre-là. Et puis c'était pas du tout mon propos. Mais je l'enseignais vraiment en me demandant finalement avec mes élèves comment on ritualise l'optimisme, comment on supporte l'aléatoire, comment on arrive à créer un lien dans la société. Et bien souvent c'est à travers un récit. Alors il s'avère que ce récit peut être de la pensée magique ou des paroles magiques. Il s'avère que ce récit peut être religieux et c'est ça moi que j'enseignais. Mais ce récit il peut être autre aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur soi ? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur la société ? Donc c'était cette porte ouverte sur l'histoire. Mais au bout de quelques années à la fac, même si j'étais très contente parce que c'était un cours qui intellectuellement était stimulant, mais une fois qu'il est écrit, une fois qu'il est pensé, une fois qu'on a fait sa star sur une estrade et qu'on a eu l'adrénaline parce qu'on a quand même l'impression de faire un show et de remplir sa faille narcissique, je m'ennuyais un peu. Et je me suis dit, à cette époque-là, je devais avoir quoi ? J'étais jeune, j'avais 26, 27 ans. Je me suis dit, et ensuite, quel est le parcours ? Ça va être de serrer de donner un peu, de jouer des coudes pour avoir un poste encore mieux, ou alors partir en province pour se battre dans une stratégie de fac. Et en fait, je me disais, mais je perds le sens de ce que j'ai toujours voulu être et toujours ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire transmettre. Donc j'ai tout quitté et puis un peu par hasard, je me suis retrouvée, même si je ne crois pas tout à fait que ce soit un hasard, je me suis retrouvée à enseigner dans le seul lycée Montessori de France, qui est dans le 78, dans les Yvelines, juste à côté de Versailles. Et là, ça a été évidemment une nouvelle aventure pédagogique, parce que je me suis retrouvée professeure de philo et de français, face à des élèves qui, pour tout un tas de raisons, sont là, donc qui recherchent un système différent qu'un système classique. Et donc, il fallait tout réinventer pédagogiquement. Il fallait réinterroger, s'ajuster, être capable de faire face à des ados. Et c'est ça que j'adore chez les ados comme chez les enfants, c'est que dans une salle de classe, on ne peut pas tricher. On arrive avec ce qu'on est, et les enfants et les ados se mettent pile dans notre faille. Et donc, il faut être prêt
Pour les profs et pour les parents, c'est pareil. Pile à l'endroit où vraiment t'as pas envie de répondre, pile à l'endroit où ça fait un peu mal, pile à l'endroit où tu te dis « Oh merde, là j'étais pas préparée sur ça ». Et en fait, c'est passionnant. C'est très déstabilisant, mais c'est passionnant. Et ça te force à déconstruire, quoi. Donc tout d'un coup, j'avais totalement quitté mon estrade et mon statut de pseudo-puissance pour être au contraire en observatrice. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans un de mes livres, je leur dédie à la fin, dans les remerciements, je dis mais merci aux profs qui ont su faire de moi une élève, mais aussi à mes élèves qui ont su faire de moi une prof, quoi. Parce que tout d'un coup, il faut sans cesse se réinventer. Et donc, en étant dans ce lycée Montessori et en ayant des ados, j'ai eu envie de remonter un peu en arrière. Et je me suis dit quand même, ce serait pas mal de les avoir eus quelques années avant. Surtout dans la relation à l'adulte, en fait. Même si je suis très proche de mes élèves, et peut-être qu'on en parlera, mais la relation à l'adulte à 16 ans, elle est déjà pas mal posée. Et j'avais envie que ce rapport, justement, d'autorité, de sachant, soit pas le même. Et donc, c'est un peu sur cette impulsion que j'ai décidé de créer, avec Alexandre Descleb, une école Montessori à Marseille, qui maintenant a 4 ans, et là, une autre à Paris, dans le 16e, qui ouvre en septembre, pour les avoir encore plus tôt. Et surtout pour aller au-delà, d'ailleurs, de la pédagogie Montessori, qui est très à la mode en ce moment, qui a rempli les rayons de librairie, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on réfléchit à ça. Mais c'était pas tant pour être dogmatique Montessori que pour se dire quels outils donner aux enfants d'aujourd'hui pour que ce soit des adultes de demain en pleine possession de leurs moyens et de leur autonomie. C'est chouette. Merci. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a orienté sur la philosophie ? C'était quoi ton déclic, ta passion ? C'est toujours un peu cliché, mais parfois les clichés ont du bon. Moi, j'étais une enfant qui se posait énormément de questions. Beaucoup. Alors, je dis poser des questions, mais il y avait aussi énormément d'angoisse. Hein. J'aime bien parce qu'on dessine ça un peu en disant c'est des questions. C'est le récit. Mais voilà, c'est le récit. Mais en fait, les questions sont souvent, et il ne faut pas le sous-estimer d'ailleurs chez les enfants, souvent une source d'angoisse. Et c'est pour ça, petite parenthèse, mais quand les parents me disent « Oh, là là, qu'est-ce qu'il est curieux, qu'est-ce que c'est fatigant, moi je ne peux pas répondre à tout ». Oui, mais on ne peut pas répondre à tout, mais accompagner l'enfant dans son questionnement, c'est important, parce que sinon, c'est juste le mettre face à un néant. Et c'est pas très simple d'être face au néant à 6 ans, ou plutôt plus tard d'ailleurs, à n'importe quel âge. Et donc moi, j'avais plein d'angoisses, plein de questionnements. J'avais très autour surtout des problématiques d'ailleurs même de la mort, des origines, du sens. Aussi autour du langage. Je passais mon temps à me demander si quand je pensais au mot chaise, les gens voyaient la même chaise que moi. Donc j'étais quand même déjà dans une problématique assez cérébrale. Et puis tout d'un coup, mais j'étais un peu culpabilisée de penser tout ça. C'est-à-dire que je me disais un peu genre, oh là là, arrête quoi. Et puis on a tendance à se dire, oh arrête de trop réfléchir. Alors c'était pas le cas de mes parents qui accueillaient ça avec beaucoup de considération. Mais disons que le reste de la société autour de moi me disait plutôt ça. Et puis tout d'un coup, je suis arrivée en terminale. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une matière où on avait le droit de mettre toutes ces angoisses, toutes ces problématiques sur le langage, sur la mort, sur tout ce qu'on traverse. Youhou ! Et en fait, on avait le droit d'interroger tout ça. Et cette vision de la philo, à la fois cet étonnement et cet espace qui est devenu un espace de respiration, m'est totalement resté. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, je pense que c'est aussi ma manière de pratiquer la philosophie, mais aussi ma façon d'en faire, enfin de la transmettre, c'est de dire, mais finalement, ce qui est intéressant dans la philo, c'est d'aller regarder justement là où ça fait tension, là où c'est compliqué, là où c'est question. C'est pour ça que quelque part, la philo est tout sauf du développement personnel, alors sans avoir un jugement péjoratif, mais c'est pas une méthode. C'est pas une méthode clé, c'est pas des principes. C'est vraiment un espace d'ouverture et de questionnement. C'est faire ce pas de côté qui permet d'être dans la réflexion plutôt qu'être dans la réaction. Même si au fond, la philo mène à un engagement. Parce qu'une fois qu'on a réfléchi, il faut passer à l'action. Et du coup, les philosophes qui t'inspirent au quotidien, c'est lesquels ?
Oh, alors beaucoup, puisque j'ai écrit quand même 2 livres avec à chaque fois 12 philosophes pour des situations de la vie quotidienne. Donc ils m'inspirent tous. Et en fait, j'ai écrit d'ailleurs ces livres, puisqu'à chaque fois, je fais 12 situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre. Et je les ai vraiment écrits, pas uniquement dans une espèce de stratégie éditoriale. C'était vraiment parce que dans toutes ces situations, ils m'inspirent. Dans le premier livre, dans Quand tu ne sais plus quoi faire, la situation chez Ikea, elle est vécue. Je pétais un plomb chez Ikea parce que ça faisait 4 heures que je cherchais des trucs. Alors bon, j'étais partie pour une commode, pour une école. Et puis évidemment, je m'étais retrouvée avec un plaid dans une matière horrible, une mug, une plante verte. Mais, enfin, c'était complètement irrationnel. Et arrivé à l'espace libre-service, je me mets à faire une crise de larmes. Ça faisait 4 heures que j'étais là, j'en pouvais plus, j'avais chaud, j'avais acheté n'importe quoi. Et donc l'avantage quand on est prof de philo et qu'on fait une crise de larmes, c'est qu'on pense à Spinoza. Et donc je me suis dit, mais si Spinoza était là, qu'est-ce qu'il me dirait ? Il me dirait finalement qu'en fait, si je fais tous ces achats, c'est parce que c'est mon désir et c'est une manière de persévérer dans mon être. Et c'est juste que je suis au mauvais endroit, je ne suis pas alignée avec moi. Donc du coup, j'achète n'importe quoi parce qu'il faut que ce désir s'exprime, sauf qu'il ne s'exprime pas au bon endroit. Et donc en fait, en sortant de là, je me suis dit, mais c'est peut-être une bonne idée. C'est de montrer que la philo, c'est pas juste une histoire de la philo telle qu'on l'a fait en terminale, mais c'est une pratique en fait, qui est vraiment un outil du quotidien. Donc c'est vrai, Spinoza m'inspire beaucoup dans la vie quotidienne. Et un autre philosophe qui m'inspire beaucoup, parmi tous les autres, c'est Lévinas. Parce que Lévinas, c'est un philosophe qui pense vraiment autrui en fait. Et qui dit finalement, on rencontre tous dans notre vie des gens qui nous sont insupportables. Faut bien le dire. C'est vrai. C'est un peu... Mais c'est vrai. Mais qui nous sont insupportables parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Et insupportable, ça peut être un collègue, ça peut être parfois notre conjoint, ça peut être notre famille, ça peut même être nos enfants. Je le mets dans mon livre sur un chapitre, sur un Lévinas mieux qu'un Xanax, où je raconte le cas de figure d'une mère qui ne comprend pas son ado, quoi. Qui est cette personne totalement étrangère sur le canapé qui me répond « mouais », quoi. Et qui n'est plus cet enfant à qui je pouvais mettre des petites oreilles de nounours, mais qui devient cette personne qui est totalement autre. Et en fait, Lévinas nous dit, plutôt que d'essayer de dire « mais si, en fait, y a des points communs », il nous dit « mais non ». Ce qui est passionnant, c'est justement qu'il soit autre. Et parce qu'il est totalement différent de moi, parce qu'il m'est totalement étranger, il me permet de comprendre quelque chose sur moi. Il me permet de comprendre qui je suis, quelles sont mes limites. Il me permet de me questionner aussi sur mes croyances, sur mes valeurs. Donc en fait, cette étrangeté, elle est très bénéfique. Et non seulement elle est bénéfique, mais c'est ce qui permet l'un et l'autre de nous construire. Alors évidemment, on peut le dire à l'échelle individuelle, mais on peut aussi le dire à l'échelle d'une société, en fait. Bien sûr. L'altérité, c'est ça qui est notre force. Et plutôt que de vouloir dissoudre les différences, honorons-les, parce que c'est ça qui nous permet une construction et qui nous permet un dépassement. Et on y revient beaucoup au final, parce que Spinoza est quand même très à la mode en ce moment. Oui. Sa théorie du bonheur. Complètement. Alors parfois, la seule chose qui me turlupine, je suis carrément turlupinée. Là, on est au point où je suis turlupinée. Qui me turlupine un peu avec Spinoza, c'est qu'effectivement, il est très à la mode. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il est très à la mode pour une pensée qu'il aurait eue, c'est-à-dire une pensée de la joie. Alors c'est vrai que c'est un philosophe de la joie, ce qui n'est pas toujours extrêmement répandu en philosophie, donc c'est aussi pour ça qu'on en parle. Mais cependant, Spinoza n'est pas du tout un philosophe qui nous dit « il faut être joyeux à tout prix ». Et parfois, il est présenté de manière un tout petit peu caricaturale, dans une idée d'une puissance, de la joie, etc. Au contraire, Spinoza nous dit quelque chose qui, là, va peut-être aussi t'intéresser, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, sur le respect de soi, du corps, et même le rapport au corps, et même à la santé, nous dit, mais en fait, nos émotions sont un baromètre. Exactement comme la fièvre est l'expression de quelque chose. Donc plutôt que de vouloir éteindre nos émotions quand elles sont négatives, il faut être capable de les regarder et de les écouter parce qu'elles nous disent quelque chose sur nous. Elles nous disent quelque chose sur je suis dans un lieu ou dans un travail qui ne me plaît pas, qui ne me correspond pas, dans un couple, un travail, un lieu. Donc c'est vraiment... Et alors, il ne le compare pas à la fièvre, mais en fait, ce qu'il dit est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est être capable d'écouter les signaux que nous donne notre corps et que nous donne notre esprit. Super intéressant.
Et c'est là où Spinoza donc, n'est pas dans une joie à tout prix, puisque au contraire, il faut être capable de voir toute l'amplitude émotionnelle. Et être capable, et alors là, je vais revenir à l'éducation, d'en cerner la nuance. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les enfants, c'est-à-dire, alors plus ils grandissent, en plus on peut mettre des termes dessus. Mais c'est différent, la frustration, c'est différent de la mélancolie, qui est différent d'avoir de la tristesse. Enfin, apprendre à nuancer, à poser des mots et à savoir à quoi ça correspond et ce qu'on en fait. Parce que le problème, si on est dans une injonction à la joie, ce qui parfois quand même dans notre société est très répandu. Totalement, c'est la dictature du bonheur. C'est hallucinant. Tout à l'heure, j'allais chercher un truc là juste à côté au kiosque et je voyais le nombre de magazines qui nous promettent et d'être joyeux et d'être happy et d'être et je me disais mais enfin oui certes c'est important et c'est plus agréable des gens joyeux et moi je passe quand même une bonne partie de ma journée d'ailleurs à rire parce que c'est un créneau émotionnel qui est assez marqué chez moi, mais en même temps ce rire il est sur une crête quoi, et il faut aussi accepter tout le reste. Non, bien sûr, il ne faut pas le nier. Mais bien sûr, parce que sinon c'est terrible et c'est là où ça devient problématique. Mais au même titre que quand on a de la fièvre, si juste on se file des Doliprane sur Doliprane sur Doliprane, oui, on n'en aura plus. Mais on sait que ce n'est pas la solution. Mais on sait que ce n'est pas du tout la solution. Oui, non, bien sûr. Donc, c'est une belle mise en relation, oui. En fait, il y a les douleurs du corps physique, mais il y a aussi les douleurs psychologiques. Et les deux, d'ailleurs, je pense, dialoguent aussi entre elles. Et quand on n'écoute pas ou l'un ou l'autre, je pense que voilà, il y a aussi une interaction entre les deux. Exactement. À quoi ressemble un cours de philo avec toi, alors? Ça m'intéresse. Alors, comme tu peux t'en douter, un cours de philo ressemble pas tout à fait à un cours magistral classique. Moi, en fait, je fais un peu l'inverse. Évidemment, alors ça dépend des âges, mais parce que je donne des cours de philo aux plus jeunes et aux plus grands, alors je vais te raconter les deux. Dans mes ateliers philo avec les enfants, c'est formidable parce que je peux quasiment disparaître. En fait, on commence le cours en se mettant tous en cercle. Et je commence par tout un petit rituel, une mise en rituel. Donc on se met en cercle, on respire, on est dans une posture où on est prêt à entrer en philosophie. Alors pourquoi je marque ça chez les enfants ? Parce qu'en fait, le système scolaire classique leur demande souvent de répondre à un exercice en allant d'un point A à un point B, quoi. Il faut résoudre. Sauf qu'en philo, on ne va pas résoudre. Il n'y a pas une bonne réponse, même si certains, à la fin, sont terrorisés en me disant, surtout en début d'année, « Bon, mais Marie, quelle est la vraie réponse ?» Je dis, écoute, ça fait 2000 ans qu'on se la pose, donc on ne va pas la résoudre maintenant. Donc je ritualise pour bien leur faire comprendre que c'est un moment un peu privilégié, très particulier, où on n'attend pas justement cette bonne note ou cette bonne réponse. Et ensuite, je commence à raconter une histoire. Et en fait, là encore, j'utilise en fait le support narratif, parce qu'en fait, les enfants vont se plonger dans l'histoire. Alors évidemment, l'histoire, elle va mettre en avant une notion, implicitement. Elle va mettre en avant une notion, un thème. Et je raconte des histoires très courtes, puis je demande aux enfants, alors, qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous auriez fait pareil ? Et par la magie de l'histoire, en fait, ils se mettent vraiment à interagir. Alors au départ, ils sont très péremptoires, parce que quand même les enfants ont des avis parfois extrêmement marqués sur les choses, ont du mal à s'écouter. Et puis on travaille l'écoute. Et puis je raconte une deuxième histoire qui nuance un peu et qui les bouscule un peu dans leur certitude. Et là tout d'un coup, ah ouais, non mais là, ah oui mais alors c'est un peu différent. Et là ça y est, ça s'enclenche. Et en fait, c'est un moment mais qui me donne toujours des frissons. C'est le moment où, du coup, ils sont en dialogue entre eux. Et ils sont en train de penser. Et ils sont en train de nuancer. Et ils sont en train de se rendre compte qu'à la fin de la première histoire, ils étaient hyper définitifs. Genre, ah non, c'est comme ça. L'autre jour, je faisais un truc sur le chef et les autres. Et donc, ils avaient tous décrété que c'était hyper bien qu'il y ait un chef. Que c'était quand même très, très important qu'il y ait un chef. Puis, dans la deuxième histoire, ils se sont rendus compte qu'un chef, en fait, ça peut quand même faire un peu n'importe quoi parfois. Et donc, peu à peu, ils cheminent vers une complexité. Et donc, on continue comme ça au fil des histoires et au fil de leurs interventions. Et en fait, plus l'heure passe, parce que je fais à peu près 45 minutes, 1 heure, plus moi, je disparais et je ne sais pas où je vais les emmener. C'est eux qui m'emmènent quelque part. Et à la fin, ils choisissent chacun une conclusion de ce qui les a vraiment le plus marqués, de ce qu'ils retiendront. Donc c'est assez émouvant parce que c'est émouvant de les voir, de voir leurs pensées en acte, en fait.
leur pensée se dessiner et puis revenir. Et donc on fait ça et en fait au fil de l'année, on se rend compte à quel point ils progressent. Alors quand je dis ils progressent, c'est ils progressent dans leur confiance en leur pensée. Et c'est ça en fait que je veux transmettre. Alors là, que ce soit aux 6 ans, et en fait mes terminales, je fais la même chose. Simplement les notions sont des notions de bac. Et à la fin, effectivement, je leur donne un support pour qu'ils aient vraiment un cours matérialisé, qu'ils puissent apprendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir cheminer. Et en fait, dans les 2 cas, que ce soit 6 ans ou que ce soit des terminales, ce qui est beau, c'est de voir la pratique philosophique. Et surtout, ce que moi, j'ai envie de transmettre. On me demande souvent, mais quel est au fond le fil conducteur ? Mais je dis, mais moi, je veux leur apprendre à désobéir. C'est la seule chose que je dois retenir. Si on doit tout m'enlever, tous mes supports, tous mes cours, tous mes auteurs, tout mon matériel Montessori, la finalité de mon enseignement, c'est désobéir au bon moment. Avoir suffisamment d'ancrage, de contenu, de solidité en eux pour qu'au moment venu, ils soient capables de dire non. Et que ce soit des limites intimes ou des limites justement politiques, qu'ils soient capables vraiment d'assumer pleinement qui ils sont et leurs propos. Et en fait, ça, on le travaille en philo. Enfin, en philo, je veux dire, on le travaille en exerçant sa pensée. Parce que sinon... Et en ouvrant son esprit aussi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on en a besoin, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, tu dépoussières pas mal le mythe du prof de philo, quand même. Il paraît. Enfin, moi, j'ai pas eu cette chance, en tout cas, mais c'est vrai que la philo est venue chez moi beaucoup plus tard. Mais c'est ça. Mon initiative, en fait. Mais t'as raison. Ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, je pense qu'on en fait pile au mauvais âge. Il faudra en faire soit beaucoup plus tôt. Oui et non, selon ce que tu dis. Oui. C'est quand même à ce moment-là que tu travailles aussi ton ouverture aux autres. Évidemment, mais quand je dis beaucoup plus... Enfin, je pense qu'il faudrait en faire beaucoup plus tôt, c'est-à-dire vraiment, par exemple, le collège est un âge totalement quand même, et une zone totalement abandonnée, parce qu'on a beaucoup d'initiatives sur les maternelles, on a beaucoup d'initiatives sur les primaires. Le collège, c'est quand même la zone très floue, où il ne se passe pas grand-chose, alors que physiquement et psychiquement, c'est là où on pose les jalons de tout le reste. On est en ébullition. Mais on est en ébullition. Alors évidemment, c'est un âge un peu plus compliqué, puisque c'est l'âge où effectivement... on n'a pas de mal à désobéir. Voilà, où on a bien décidé, mais en même temps où tout est changement, tout est transformation. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, je regrette qu'on n'ait pas des initiations. Moi, je suis une grande militante de la philo au collège, parce que c'est aussi un âge où justement, il se passe tellement de choses. Toutes nos certitudes sur l'âge adulte, on quitte l'enfance, on quitte une forme, alors j'aime pas toujours dire une forme de cocon, parce qu'il y a des enfants pour qui l'enfance n'est pas ce cocon-là, mais en tout cas on quitte un âge, on a un corps qui tout d'un coup fait des boutons, fait de la transpiration, fait quand même beaucoup de trucs hyper bizarres. Tout d'un coup, on a un rapport à l'autre sexe et aux autres en général qui devient quand même extrêmement troublant. C'est à ce moment-là qu'il faudrait penser et justement être dans questionner tout ce qui nous entoure. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait en mettre à cet âge-là, et parce que sinon l'année du bac, c'est un peu dur. On a envie de faire des fiches et de bosser d'autres matières. Donc bon. C'est vrai. C'est en cours ou pas du tout ? En tout cas, je ne sais pas si c'est en cours, mais je pense que je finirai par y arriver. C'est un de tes objectifs de vie. Totalement. Est-ce que tu leur fais des mises en pratique dans leur vie quotidienne ? Est-ce qu'ils ont des petits exercices Complètement. En fait, d'ailleurs, je le dis, hein, mes 2 livres, quelque part, je leur dois, parce que même si j'ai eu cette idée chez Ikea, je l'ai eu aussi parce que c'est eux qui m'ont en fait comprendre qu'il faut traduire en fait les philosophes. C'est-à-dire que la pensée philosophique, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse, mais elle est d'autant plus merveilleuse qu'on arrive à en faire une passerelle pour notre quotidien. Donc j'essaye en fait pour chaque notion et pour chaque auteur de réfléchir avec eux, mais vous, dans votre vie quotidienne, à quoi ça fait écho ? Donc par exemple, un des chapitres dans le 2e, dans Descartes, c'est le chapitre de la honte. Et j'utilise comme auteur Sartre, et donc je raconte le moment où on envoie un texto à la mauvaise personne et on se trompe, quoi. Et ça, effectivement, moi je le place dans une petite histoire d'un week-end entre amis, etc. Mais c'est mes élèves qui m'ont donné l'idée, en fait,
en me disant, on travaillait l'idée de la honte, et il me disait, mais la honte, mais c'est quand t'envoies le mauvais texto, Marie, quoi, tu te rends pas compte. Et là, t'as rien à faire parce que tu peux pas, tu peux juste, t'as envie de te liquéfier et d'aller sous la table. Et Sartre nous dit, bah non, la honte, c'est un super moment, au contraire, d'introspection, parce que si on a envoyé ce texto, c'est peut-être le moment de se séparer de cet ami, parce que c'est peut-être, ou en tout cas d'avoir une discussion avec. Et en fait, cette mise en pratique, cette exemplification, elle sert bien sûr à comprendre la pensée d'un auteur, mais à la comprendre pour se l'approprier. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas une pensée cosmétique, c'est pas une pensée qui soit des citations dans un dîner, quoi. C'est vraiment une pensée qu'on s'approprie et qui va peut-être nous... C'est comme si, en fait, les philosophes nous proposaient de mettre une autre paire de lunettes, quoi, et de regarder la situation autrement. Et typiquement, la honte, au lieu de se dire « Oh là là, je suis vraiment trop nulle, j'ai envoyé le mauvais texto, c'est horrible, je vais ramer pour me rattraper alors que c'est pas rattrapable », c'est de se dire « Ok, mais cette honte, elle correspond à quoi ? Comment je peux regarder ?» Exactement, c'est ça. Donc non, j'essaye vraiment, et souvent, ils me donnent de très 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 bons exemples, mes élèves. Donc... ça, c'est assez agréable. En fait, je pique leurs idées. Voilà. C'est une bonne source d'inspiration. Tout à fait. Est-ce que tu sens les philosophes en herbe, justement ? Est-ce que certains t'ont déjà bluffé En fait, ce qui me bluffe chez eux, alors peut-être, c'est horrible ce que je vais dire, moins avec mes ados qu'avec les enfants les plus jeunes. Je suis parfois sidérée par les raisonnements des enfants à 6-7 ans, parce que justement, pour le coup, il n'y a rien de normatif. Les jalons sont pas encore posés, tout est curiosité, tout est questionnement, et parfois ils ont des questions qui sont absolument bouleversantes. Je pense à une question l'autre jour d'un enfant qui me dit, mais finalement, est-ce que le souvenir, ça fait encore exister les gens ? Tellement beau comme question, tellement profond. Alors après, il y en a qui me mettent dans des impasses. Il y en a un qui me dit, mais Marie, qui a fabriqué Dieu ? Bon, alors, est-ce que tu peux poser cette question à tes parents ? Est-ce que tu peux aller voir tes parents ? Non, et en fait, je vois surtout que ces âges, en fait, justement, 6, 7 ans, 8 ans, sont vraiment des âges métaphysiques, parce que ils sont très, 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 très portés sur le sens et l'origine, d'où viennent les choses. Donc, ils ont ce moment d'ouverture au monde. Et ils ont une telle ouverture au monde qu'il faut le comprendre. Et en fait, pour moi, c'est totalement la démarche de la philosophie grecque. Donc parfois, quand je suis avec mes enfants de 6 ans, c'est vraiment des petits Platons, quoi. C'est l'étonnement, la curiosité. Et pourquoi on fait ça de telle façon et comment on fait pour être amis les uns avec les autres. Enfin, et en fait, ça renouvelle tout. Pour moi, ça renouvelle à chaque fois ma pensée. Et effectivement, je suis assez... j'ai pas mal confiance. Je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui finiront par nous étonner. C'est vrai qu'à 6 ans, ils sont assez bluffants. Oui, ils sont complètement bluffants. Ouais. Moi, j'en ai une à la maison, du coup. Bah oui, voilà, tu dois dis, voir maman, ça. Quand je pense, est-ce que tu vois ce qu'il y a dans ma tête ? Mais bien sûr. Mais c'est tellement... Voilà, c'est ils ont exactement besoin de ça. visualiser quelque chose, quoi. Totalement. Et en fait, aucun fonctionnement leur paraît évident. Et ça, c'est magnifique. Ah ouais. Et parfois, moi, c'est les journées, quand j'ai une journée un peu compliquée, où justement, en fait, où on se prend la tête pour des trucs administratifs ou finalement très, en fait, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, être confronté à des enfants, ça nous remet tout de suite d'équerre, je trouve. Parce que ça nous rappelle... cet émerveillement quotidien. Exactement. Sur tout et n'importe quoi. Ça fait un bien fou. C'est vrai. Dans tes livres, tu fais des mises en parallèle, donc avec certains philosophes et des situations du quotidien. Et il y en a qui sont assez marquants, du coup, comme Rousseau, par exemple, qui n'a jamais éduqué ses enfants, mais qui en connaît un rayon sur l'éducation. Donc ça, c'est assez fou. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces philosophes ? C'est peut-être parce que justement, comme il avait abandonné ses 5 enfants, il avait le temps de penser. C'est ça. Non, alors effectivement, il y a toujours cette anecdote sur Rousseau. Cependant, son livre L'Émile ou de l'éducation est quand même un livre extrêmement marquant dans l'histoire de la pédagogie, parce qu'il faut imaginer qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que c'est aujourd'hui, dans des milieux privilégiés et parmi des gens qui s'interrogent, le regard sur l'enfant est différent. On a compris que c'était un individu et pas une masse informe qu'il fallait redresser. Mais avant Rousseau, c'était pas le cas. C'est-à-dire que c'est le tout premier à poser sur l'enfant ce regard de confiance.
en disant dans les 1000, mais finalement, ce cheminement, faites confiance au cheminement de l'enfant. Laissez-le faire ses expériences. Alors, je le précise bien dans le livre, ça ne veut pas dire laissez-lui faire n'importe quoi, loin de là. Mais quand on place un regard de confiance, et là, ça rejoint complètement la pédagogie Montessori, quand on regarde l'enfant en se disant « mais bien sûr qu'il est capable » et non, il ne va pas faire juste n'importe quoi, et ben en fait, on se rend compte qu'il fait des choses plutôt bien et qu'au contraire, il expérimente. Alors oui, peut-être qu'il va mettre un peu d'eau par terre en renversant, en amenant tel ou tel truc, mais est-ce bien grave ? Et c'est ça le questionnement de Rousseau, c'est est-ce bien grave ? Alors encore une fois, bien sûr, dans un cadre, dans une sécurité, avec les propres règles qu'on a pu fixer parce qu'il y a un cadre familial. Mais finalement, est-ce que c'est grave que de temps en temps, l'enfant ne se couche pas tout à fait à l'heure qu'on avait donnée ? Non. Et en fait, c'est relâcher la pression et sur l'enfant et sur la parentalité aussi. Parce que moi, je vois tellement de parents à bout de souffle qui sont toujours en train de se dire « Ah, il faut que mon enfant fasse ci, il faut que mon enfant fasse ça ». L'injonction des trucs du mercredi. J'ai que des enfants rétamés, moi, le jeudi matin. Parce qu'il y a cirque, parce qu'il y a tel truc, parce qu'après il y a danse, parce qu'il faut. Et en fait, il y a des parents qui courent partout, des enfants qui n'en peuvent plus et qui apprécient pas tellement, alors que finalement, faire des cookies à la maison, c'est sympa. C'est cool. Carrément. Est-ce que tu dirais que la philosophie est bonne pour la santé ? Complètement. Même si les philosophes sont pas des modèles de vertu. Même si les philosophes sont pas des modèles de vertu et que quand souvent j'ai toujours une image, c'est horrible, j'ai l'image de Nietzsche. Sa mère lui envoyait des colis de saucisses qu'il faisait sécher dans son tout petit appartement et donc il passait son temps à fumer sous ses chapelets de saucisses. Donc là évidemment j'imagine pas, je ne peux pas te dire que c'est un modèle de santé saucisses fumées, c'est pas mal. Et de vertu. Mais en revanche, non, je pense que c'est bon pour la santé justement parce que en mettant le doigt finalement sur ce qui chez nous, en faisant ce pas de côté, en prenant ce recul, en mettant le doigt sur ce qui chez nous peut faire tension, ça nous permet de nous libérer, de nous aligner, de nous situer en tant qu'individus. Et donc je suis convaincue que c'est aussi ce qui permet de se respecter. Et que se respecter, c'est aussi le début de la santé. Puisque c'est là où on va faire des choix qui nous correspondent, alors des choix médicaux, des choix alimentaires, des choix de mode de vie, et que tous ces choix, on les fait parce qu'on a été capable d'introspection et d'analyse. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un à qui on avait prescrit pour un problème de santé un traitement extrêmement lourd et qui avait finalement pris 3 jours pour décider si elle allait le prendre ou non. Et 3 jours, elle me dit, mais j'étais vraiment dans 3 jours de réflexion, en fait. J'ai quasiment fait une disserte à présenter à mon médecin lundi, en lui expliquant, en fait, mon cheminement sur pourquoi, en fait, je n'allais pas le prendre. Mais pas une décision de caprice, mais vraiment pourquoi je n'allais pas le prendre. Et là, c'est un exemple anecdotique, mais c'est vraiment pour montrer qu'effectivement, cette introspection, ça nous permet de nous situer et finalement d'être beaucoup plus à l'aise, en fait, avec ce qu'on est. Et ça, c'est peut-être le début de la santé. Ouais, de prendre des décisions et d'être exactement clair dans ses bottes. Exactement. C'est quoi pour toi la santé ? Alors la santé, finalement, et ça rejoint un peu ce que je disais à l'instant, sans doute que la santé, c'est le respect de soi, fondamentalement. C'est-à-dire, c'est pas tant ni un poids, ni un mode de vie, ni même, alors évidemment, c'est une capacité d'action, c'est une capacité de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, aussi bien physiquement que psychiquement, être capable d'être dans une vie en fait où on va aller conquérir toute notre amplitude. Pour moi, c'est peut-être ça la santé. C'est le respect de soi et c'est cette amplitude. C'est-à-dire aussi bien être en mesure de rester dans son lit si on en a envie, mais d'aller courir et d'aller grimper dans la forêt si on en a envie aussi. Et c'est ça la santé, sans doute, en tout cas pour moi, c'est avoir tout le spectre de ces possibles-là, de ne pas être limité. Et en fait, la santé physique, de ce point de vue, et la santé psychique sont assez proches sous cet angle-là. Parce que c'est aussi cette amplitude, c'est-à-dire être capable d'être à l'écoute de tous ces états et d'être dans tous les états possibles. C'est vraiment ça. Et philosophiquement parlant, comment tu la définirais ?
philosophiquement parlant, c'est un peu moins poétique. Parce que philosophiquement parlant, en fait, la santé, très souvent, est une forme est assez normative, en fait. Et c'est pour ça que c'est une notion qui est un peu troublante. C'est que dans l'histoire de la philosophie, on va souvent prendre la santé sous le spectre de la morale. Et donc, en fait, on rejoint ce qu'on disait au début, on rejoint des injonctions. Par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Averroès, un philosophe du Moyen-Âge, qui a écrit beaucoup, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de philosophes médecins, qui a écrit beaucoup de traités de médecine. Alors c'est assez passionnant, parce qu'en fait, quand on lit, on se rend compte à quel point c'est exactement ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc par moment, l'autre jour, j'ai failli faire un post Instagram sur ça, parce qu'il met quasiment mot pour mot qu'il ne faut pas trop manger de blé, qu'il ne faut pas trop de lait de vache, que quand même le miel, il faut le limiter, le sucre, il faut le limiter. Alors évidemment, il n'y a pas toute la nourriture industrialisée, mais ces conseils, en tout cas, sont très actuels. Et le problème, c'est que du coup, la santé, soit on est dans un aspect justement assez normatif sur une certaine hygiène de vie, la santé philosophique, soit on est dans une réflexion sur le sain et le pas sain, sur une réflexion qui est plus, beaucoup plus sur l'établissement d'une norme, en fait. Donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu parfois. Même si moi, je ne l'ai pas dit, mais dans mon parcours, une des choses que j'ai étudiées, c'est justement l'éthique médicale. Donc, ça tombe bien. C'est exactement l'éthique médicale. Mais alors moi, je m'étais spécialisée plutôt sur les soins palliatifs. Parce que ça me fascinait, en fait, cette étape de la vie. Et je dis bien de la vie, à bon escient. Et j'avais, en fait, envie de montrer que ce moment était peut-être un moment où, justement, quand on n'est plus dans le curatif, on n'est plus juste dans la perspective de soins, mais on n'est pas non plus mort, parce qu'on est totalement vivant, est un moment très intéressant, parce que c'est peut-être un moment où justement l'approche médicale est totalement différente. On a des masseurs, on a des gens qui viennent masser, on a des gens qui viennent écouter, on a des gens qui viennent faire du bien, et pas dans une perspective juste de on va en guerre parce qu'il faut aller en guerre, parce qu'il y a un traitement à mener. On est dans un entre-deux, et c'est un moment, les soins palliatifs, enfin le cadre des soins palliatifs, qui m'avait passionnée, parce que c'est aussi des endroits où tout d'un coup, on doit résoudre quelque chose. Pour pouvoir partir, il faut résoudre. Donc c'est à la fois des moments très beaux, parce que voilà, il y a finalement une vraie pensée du bien-être, hein, parce que l'important, c'est d'être bien dans ce corps qui est en train de s'éteindre, mais toujours est-il qu'il faut être bien, il faut l'accompagner dans une douceur, dans une bonne mort. Et il y a aussi cette idée assez philosophique, et c'est un lieu très narratif, les soins palliatifs, de qu'est-ce que je laisse et avec quoi je pars. Et donc du coup, j'assistais aussi à des scènes incroyables où tout d'un coup les gens révèlent des secrets, où tout d'un coup les gens se libèrent, osent dire ce qu'ils n'ont jamais dit, où tout d'un coup il y a à la fois alors des gens qui ont besoin du religieux, il y a des gens qui ont besoin de voir tout d'un coup leur famille, il y a des gens qui ont besoin d'appeler leur fils caché, enfin voilà. Et donc moi, ma porte d'entrée en fait dans la réflexion sur la santé était finalement le soin palliatif. Mais en même temps, c'était contre toute attente des endroits que j'ai trouvés évidemment durs, mais extrêmement joyeux. C'est bien. Ouais. On va retirer toujours le beau. Est-ce que toi, ton rapport à la santé est influencé par tes connaissances, tu penses ? Alors en tout cas, c'est assez amusant, mais justement, pendant très longtemps, j'ai été tellement une personne cérébrale, mais parce que, en fait, comment dire ? Parce que ça, dans toutes mes études, on voulait ça, quoi. C'est-à-dire, on apprend des trucs. Voilà, quand on fait des études de philo, on passe son temps à manier des concepts compliqués et à être finalement totalement détaché du corps. Vraiment, hein. Quand tu disais tout à l'heure les philosophes et la santé, mais c'est vrai, détaché du corps. On déconsidère, en fait. Manger, c'est un peu secondaire, c'est un peu superficiel. Finalement, on va pas trop faire attention parce qu'il faut pas trop s'écouter. Puis on passe du temps en intérieur en étant à moitié courbé. Enfin,
Parce que comme s'il y avait cette, même si c'est plus le cas, mais cette dichotomie entre cette dualité entre le corps et l'esprit, et que c'était des choses différentes, et que l'esprit était supérieur au corps, en fait. Vraiment. Et même si ça paraît caricatural, c'est profondément ce que j'ai vécu. Et puis, à la fin de mes études, pour tout un tas de raisons, mais aussi parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir tellement de connaissances, mais d'avoir totalement déconsidéré mon enveloppe corporelle. Et en fait, en commençant à travailler avec des enfants, et notamment justement avec des adolescents, j'ai commencé à me dire, mais il y a tellement un lien justement sur la concentration, il y a tellement en fonction de ce qu'ils mangent, en fonction de comment ils sont, en fonction des stades de développement. Et tout d'un coup, comme une bonne philosophe que je suis, j'ai commencé à lire plein de choses sur le développement de l'enfant, sur tout ça, sur les ados, etc. Mais en l'appliquant complètement aux enfants et pas du tout à moi. Et puis, peu à peu, je me suis dit, mais quand même, t'es en train de faire un truc complètement débile, en fait. Parce qu'au lieu d'accumuler des connaissances, toi, tu ne les vis pas du tout. T'en es totalement détaché. Et pourtant, je commençais aussi parce que je venais d'avoir 30 ans, que j'avais beaucoup négligé tout cet aspect-là. Je commençais à avoir des stigmates de cette hyper-cérébralité, mais que, voilà, pas du tout vécu. Et en fait, je me suis dit, mais plutôt que continuer à accumuler des connaissances, essaye modestement de commencer à écouter ton corps. Et alors là, mais quel vertige! Parce qu'en fait, quand t'es pas du tout habitué à écouter ton corps, j'avais l'impression d'être Bambi, quoi, qui essaye de marcher, quoi. Mais en fait, ça fait des années que j'ai hyper mal à la cheville gauche, en fait. Que j'ai hyper mal. Oh, j'ai un kyste au poignet droit, quoi. Et tout d'un coup, ça paraissait mais presque absurde, en fait. Je découvrais un territoire qui, jusque-là, était totalement inconnu. Alors même que je me targuais d'avoir plein de connaissances. Ouais. Mais pas du tout appliquées et pas du tout vécues. Et c'est là aussi, et là ça rejoint ce que je disais sur la philo, quand c'est pas mis en pratique, en fait, quand c'est pas vécu, quand c'est pas ressenti, ça n'a aucun sens. Et donc peu à peu, j'ai effectivement commencé à faire beaucoup plus de sport et à me rendre compte qu'en fait, loin de me couper de la pensée, au contraire, ça me ramenait à être beaucoup mieux et beaucoup plus inspirée, avoir l'esprit beaucoup plus clair. Donc en plus, loin d'être une dualité ou d'être des moments, parce qu'il y a aussi, quand on fait des études de philo, on est aussi dans cette culpabilité-là. Hein. C'est-à-dire si t'es pas dans tes livres, ou si t'es pas en train de penser, ou si t'es pas en train de faire, t'es en train d'être dans le superficiel. Alors je dis des études de philo, mais dans plein de domaines c'est le cas. Hein. Si t'es pas, aller faire ton heure de sport, c'est un luxe. Et c'est superficiel parce que tu as tellement d'autres choses à faire. Alors ça peut être chez toi avec tes enfants ou alors pour ton entreprise ou alors peu importe. Et en fait au contraire, loin d'être superficiel, ça alimente le reste. Et c'est vital. C'est vital. Mm-hmm. Et donc peu à peu je me suis rendu compte et je me suis dit mais comment en fait j'ai pu vivre en négligeant à ce point-là tout ce que je suis en fait. Ouais. Toute cette autre partie de moi, toute cette enveloppe corporelle qui est fondamentale. Mais tant mieux, parce que ça a été un cheminement et c'est important, et c'est pas arrivé si tard que ça. Mais en tout cas, ça me paraît aujourd'hui absolument indispensable et fondamental. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on peut faire un parallèle aussi avec les études de médecine, où les médecins sont dedans. Pourtant, ils doivent savoir le fonctionnement de leur corps et en prendre soin, mais pas du tout. Pas du tout. Ils sont dans le cérébral et... Complètement. Mais ça... Ils s'oublient. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, alors là, pour le coup, je pense qu'il y a une réflexion aussi très occidentale sur, il y a le cérébral d'un côté, et puis il y a le reste. On le voit, et encore une fois, je vais parler des élèves, mais l'autre jour, je faisais une intervention dans une classe prépa, et dans une très bonne classe prépa, très élitiste, et on leur disait, mais vous allez devenir des élites, un discours très, très offensif. Et moi, je les regardais. Alors déjà, j'étais affligée par ce discours qui, au fond, était très compétitif et en fait un peu creux, puisque l'élite de quoi ? Bon, enfin, ça, passons. Mais surtout, je les regardais. Je voyais des jeunes filles qui étaient vraiment, on sentait, qui étaient vraiment pas bien dans leur corps, qui étaient vraiment très pâles, qui étaient très affaiblies physiquement. Je voyais, en fait, toute une classe qui avait vraiment, alors là, pour le coup, je vais être un peu, pareil, encore un peu caricatural, mais qui respirait pas la santé, quoi, du tout, qui avait pas l'air bien. Et je me disais, mais on leur dit qu'ils vont être des élites, mais en fait,
on néglige tellement ce qu'ils sont et on néglige tellement leur corps. Quelle tristesse. Donc voilà, il y a en Occident cette pensée-là. Oui, on néglige un grand pan de l'éducation, en fait, qui est la prévention, tout simplement. Bien sûr. Parce que dans les écoles, on n'apprend pas aux enfants on n'apprend pas comment du tout aux fonctionne enfants. leur corps. Comment fonctionne leur corps, pourquoi ils sont fatigués à tel moment, comment fonctionne le système digestif, Bien sûr, la c'est croissance, la base. Et même, alors heureusement, Montessori, c'est pas le cas. Et comme tu peux regarder, puisque là, on est dans l'école, il n'y a pas beaucoup de tables, parce qu'ils travaillent beaucoup sur des tapis, par terre, parce que c'est ça aussi, le déplacement. Être 8 heures par jour sur une chaise, quand on a 4 ans, c'est très compliqué. Même en à fait. 16 ans. Même à 16 ans. Quand le fameux, les ados se balancent sur leur chaise, ce qui exaspère bon nombre de parents et bon nombre de professeurs. Mais en fait, pareil, ça correspond en fait à un besoin cérébral aussi, de mouvement du corps qu'on a besoin de balancer. Surtout à cet âge-là, avec toute cette énergie. Exactement. Le corps est fait pour être mobile. Le corps a besoin en fait de bouger et c'est impossible de leur demander de rester statique. Donc effectivement, ça me paraît... et ça, c'est un vrai, comment dire, au-delà de la philo au collège, plus j'ai avancé là-dedans et plus ça me paraît essentiel comme combat, et là j'emploie vraiment le terme combat, de mettre du corps dans l'éducation. Et du corps d'ailleurs de tous les points de vue, aussi bien le fonctionnement, mais le fonctionnement à tout un tas de niveaux, et aussi de ne pas faire du corps quelque chose quand même, parce que même si évidemment on vit dans une société qui se veut beaucoup plus libérale et beaucoup plus ouverte, on rend quand même énormément de choses tabous. Complètement. Énormément de choses tabous. Donc c'est là aussi où apprendre à aimer leur corps et pas en avoir honte. Et qu'est-ce que tu penses de l'alimentation dans tout ça ? Terrible, l'alimentation. Alors tu me racontais une anecdote tout à l'heure qui était sympa. C'est terrible. En fait, et ça a été vraiment le truc qui m'a fait réaliser à quel point c'était aberrant. Mes ados se nourrissent, et c'est pas des blagues, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller vérifier, se nourrissent de 2 pasta box, parce que je t'ai peut-être dit une, mais 2 pasta box le midi arrosées d'Oasis. Et en fait, ils s'étonnent qu'à 14h, ils sont complètement claqués. Mais c'est-à-dire, ils sont en incapacité d'écouter quoi que ce soit. Mais en même temps, en ayant... Mais évidemment, en ayant ingéré... Alors, le classique, c'est pas de petit-déj, parce qu'ils se lèvent tard. Et du coup, ils ont envie plutôt de dormir que de prendre le temps de prendre le petit-déj. Donc, à 10h, on a souvent un truc genre un pitch. On est sur une base de pitch. Extraordinaire. Donc le pitch de 10h, pasta box, Oasis. Et très souvent, pour une raison qui m'échappe, on a des chips au goûter. Okay. On a très souvent des chips parce que ce moment de gras et salé. Et au final, on n'a que du sucre. Et en fait, on n'a que du sucre. sucre, on n'a que des produits industriels. On a, et moi, j'en parle beaucoup avec eux parce qu'en fait, moi, je travaille dans une école, mais nos écoles, mais aussi le lycée où je suis, où effectivement, il n'y a pas de cantine. Donc, ils peuvent amener leur lunchbox, quoi, le midi. Et donc, je leur dis, mais pourquoi vous en profitez pas pour, je sais pas, vous faire... Moi, j'ai eu la chance de jamais manger à la cantine, donc ça me traumatise l'idée de la cantine, mais aussi de manger... que des sandwichs triangles, quoi. Je leur dis, mais c'est génial, vous n'êtes pas obligé de manger un truc qu'on vous impose, pourquoi vous amenez pas votre lunchbox, quoi. Vous faites un peu des trucs sympas chez vous. Et en fait, déjà, ça leur paraît complètement absurde. Genre Marie, mais genre Marie, trop bizarre ce que tu racontes. Donc, non seulement ça leur paraît absurde, ensuite, ils ne savent pas du tout faire. Mais parce qu'encore une fois, on les a... Et là, pour le coup, j'ai pas envie d'accuser les parents, mais on les a très peu autonomisés, en fait. Il y a plein de parents, et j'en vois, parce que c'est des blocages chez les parents, même de plus jeunes, qui me disent « Ah bah non, moi, la cuisine, je le fais vite fait. » Et je comprends. Mais associer son enfant dans les temps où on peut, alors peut-être pas tous les soirs, mais dans les temps, les week-ends, ou quand on a un peu plus de temps, l'associer à la cuisine. Évidemment, je suis sûre que tu fais ça avec... ta fille. Ah bah oui, voilà. Mais moi la cuisine c'est ma passion. Voilà, et l'associer. Ouais. Et en fait se rendre compte que les enfants peuvent déjà énormément participer et commencer par des trucs tout simples, mais leur mettre un petit plateau où ils ont déjà un petit truc à eux couper ou assembler. Des carottes, facile. Bien sûr, il y a plein de choses faciles. Donc il n'y a aucune maman Brie Van de Camp qui prépare des... Mais bien sûr, mais évidemment. Des petites box sympas.
Aucune. Il y a un créneau à prendre. Donc, ils savent pas du tout se faire à manger. Donc ça, c'est terrible. Et ensuite, là où tu as raison, donc ils n'ont pas ce réflexe, ils savent pas se faire à manger. Et là où tu as raison, c'est qu'ils mesurent pas aussi l'impact que ça a, en fait. C'est que là, j'en parlais beaucoup avec eux parce que c'était la période des examens. Mais c'est tellement difficile c'est malgré eux, c'est-à-dire tous les efforts qu'ils vont fournir pour bosser leur cours va être anéanti par une alimentation qui n'a aucun sens pendant toute la période des examens, parce qu'ils n'auront pas assez de protéines, parce qu'ils n'auront pas eu assez de vitamines. Stress, parce que manque d'énergie, donc la totale. tout va être bousillé. Donc tous leurs efforts, tout leur investissement, toute leur détermination, comme il y a tout un pan dont on ne parle pas, bah évidemment, ça va être anéanti à cause de ça. C'est dommage. C'est trop dommage. Alors que si on en parlait dès le plus jeune âge, bien sûr, ce deviendrait serait une évidence. Une évidence et pas du tout un truc un peu curieux. Et c'est là où, effectivement, je te dis, à 16 ans, c'est plus difficile de déconstruire des schémas. Et aussi parce qu'ils ont totalement ce réflexe, quoi. Moi, je les lâche dans la nature, ils vont au supermarché s'acheter des trucs, quoi. Ah oui, c'est sûr, ils vont chez McDo, c'est pas cher. Ouais, voilà, mais évidemment, on se fait un domac, quoi. Super. Et là, du coup, l'école que tu ouvres en septembre, c'est pour les 3-6 ans. Exactement, c'est pour... Est-ce que tu as un programme alimentaire pour eux Ouais. Alors, alors, effectivement, là, pareil, on est toujours dans un système de lunchbox. Mais alors, moi, je travaille sur 2 plans. Déjà, en fait, une sensibilisation des parents. Parce qu'évidemment, quand on a des 3-6 ans, c'est aussi... parce que là, j'ai parlé de mes ados, mais combien de fois, dans mon école à Marseille, je vois des lunchbox avec exactement le même aliment toute l'année. Carottes râpées et poulet sous vide. Donc, et blanc de poulet sous vide. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Donc, déjà, un travail de sensibilisation des parents sur 2 plans. D'abord, des éléments quand même de connaissance, d'explication de pourquoi tel aliment et où est-ce que ça va et à quoi ça sert et pourquoi c'est bon pour votre enfant. Et aussi, un plan de, de les rassurer. En fait, se rendre compte qu'une lunchbox, non, c'est pas un enfer. Qu'en fait, tu cuisines un peu plus la veille, qu'il y a des choses tout simples, que tu peux couper quelques petits trucs, des crudités, que en fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire très rapidement et qui te prennent presque moins de temps que d'aller taper au supermarché, d'aller acheter tel truc, de le mettre, de le conditionner. Moins de temps, moins cher. Moins de temps et plus économique. Donc, un travail de sensibilisation auprès des parents, donc avec vraiment des sortes de petits cafés pédagogiques où il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais il s'agit de leur montrer un peu qu'on peut fonctionner autrement. Et de l'autre côté, un travail auprès des enfants. C'est-à-dire vraiment, peu à peu, non seulement sur des petits ateliers de cuisine, mais aussi des ateliers de connaissance du corps humain. Donc c'est ces 2 plans-là qui sont à travailler. Et j'ai bon espoir que la rencontre de tout ça, j'attends dans 10 ans, dans un peu plus de 10 ans, des enfants qui ne mangeront peut-être pas de pasta box. Elles auront disparu d'ici là. J'espère. Croisons les doigts. J'espère. Parce que ma fille est dans le public et je vois que, au niveau de la cantine, c'est catastrophique. C'est vrai. Et le pire, c'est que la plupart des parents n'en ont pas conscience, en fait. Bien sûr. Donc, il y a énormément à faire. Mais je pense que le domaine alimentaire est vraiment un domaine, et aussi parce que de tout ce que ça suppose aussi socialement, parce que l'alimentation, c'est bien entendu la santé, mais c'est aussi l'économie, c'est aussi une éthique, c'est aussi une connaissance, c'est toujours un peu cliché, mais c'est vrai, il y a plein d'enfants qui n'ont aucune idée de comment poussent les légumes, qui n'ont aucune idée des noms de légumes. En Montessori, on a des cartes de nomenclature où on apprend vraiment des noms précis, et j'en ai sur les légumes. Mais il y a plein d'enfants, mais des légumes pas non plus les plus rares et les plus sophistiqués, quoi. Genre une aubergine, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Pas du tout quel goût ça a. Pas du tout comment ça se consomme. Donc c'est là encore. Et en fait... c'est problématique aussi pour la connaissance du monde, parce que comment leur dire il faut préserver le monde s'ils ne le connaissent pas. Il faut faire de l'écologie, mais ils ne connaissent pas. Donc ça c'est particulier. Tu as un programme écologique aussi, sur la saisonnalité. Bien sûr. Ouais. Et l'arrière-plan, il est en fait, et c'est là où on en vient toujours à une vision holistique en fait. Alors pas le problème, mais pour moi Montessori, le blocage, ça reste quand même d'ordre financier. Totalement. Comment on fait maintenant pour adapter tous ces principes Montessori dans des écoles Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait former des professeurs. Complètement, parce que moi, c'est une chose qui me tient profondément à cœur. C'est vraiment pas de m'opposer au public. Loin de là, encore une fois, moi j'en viens. Je sais à quel point il y a des profs
géniaux et tout ce qu'on leur doit. Il y a former des profs. D'ailleurs, nous, on a un organisme de formation qui s'appelle Apprendre Montessori. Et on forme environ 3000 personnes par an, dont la moitié de profs, qui, sur leurs vacances scolaires et sur leur propre salaire, se payent des formations Montessori pour justement adapter des choses en classe. Donc moi, je les encourage beaucoup, mais je les encourage aussi à venir observer, à être en dialogue. Moi, j'accueille plein de profs, pas que jeunes d'ailleurs, dans nos écoles, pour essayer de voir comment on peut déjà mettre des ateliers. Alors par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser du matériel, utiliser forcément le matériel Montessori, mais il y a plein de trucs qu'on peut déjà mettre en place. Tout ce qui est de l'ordre de la vie pratique, c'est-à-dire les exercices de versets, des cartes de nomenclature justement sur les fruits, les légumes, les saisons, les objets, ça peut se mettre très facilement en place. On peut commencer à mettre un peu des ateliers individuels, on peut choisir des thèmes. Enfin voilà, il y a tout un travail en fait de co-construction à avoir les uns avec les autres. C'est pas du tout un rapport d'opposition. Moi, mes écoles, c'est des laboratoires en fait de pédagogie, mais j'ai tellement envie de construire ce dialogue avec les profs du public, et surtout, je pense que le changement viendra d'eux s'ils sont soutenus par les parents, parce que ça, c'est aussi tellement important. Les profs comme les parents font ce qu'ils peuvent, et en fait, au lieu de se renvoyer la balle, non, essayons de réfléchir ensemble. Je crois toujours à la co-construction. Dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans le domaine de l'éducation. Mais c'est essentiel en tout cas qu'il y ait cette solidarité-là. Et c'est ça qui fera changer à une plus haute échelle en fait. Et ça viendra de là. Il ne faut pas attendre la réforme miracle qui nous permettra à tous d'être plus épanouis. La réforme ne viendra que de la base, parce que en fait les profs c'est comme, et exactement là on rejoint sans doute une discussion qui revient d'ailleurs dans tes podcasts sur c'est comme le consommateur en fait, c'est le jour où on décide de plus acheter quelque chose, au bout d'un moment si on décide tous de plus acheter de pasta box, bien sûr. et en fait il y en aura plus, c'est la tout petite simplement goutte à chaque fois, oui. Bien sûr. Donc c'est là où, et là la boucle est bouclée, c'est là où les philosophies amènent de l'action. La pensée, elle n'est pas juste pensée. La pensée, elle mène à un engagement et elle mène à des actes. Et l'acte, c'est décider qu'on va se former, qu'on va progresser, qu'on va aller observer, qu'on va ne plus acheter. C'est la pensée quand elle se dirige vers un engagement, parce que c'est ça la finalité. Écoute, merci beaucoup pour tes mots. Merci à toi. Si on veut te retrouver, t'es sur Instagram, non ? Exactement. Avec ton pseudo ? Philosophie sexy. Voilà. Et bien écoute, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.